Bonjour. Donc on m'a demandé de présenter un peu les éléments climatiques. Alors je vais traiter des saisons, surtout donc hiver 2017-2018, printemps et été. Je me suis arrêté donc au 31 août. Donc pour commencer, donc l'hiver 2017-2018, donc ça va de décembre à février 2018. Pour les précipitations, nous avons eu donc un hiver assez pluvieux, beaucoup plus arrosé que la normale, excepté le mois de février. Les cumuls, comme vous le voyez sur la carte, donc sur la droite, euh, vont de 250 à 400 mm donc, sur les régions de plaine, hein, sur la Nouvelle-Aquitaine, et voire deux fois plus donc, sur les contreforts des Pyrénées. Donc tout ça, ça représente en gros 30 à 60% de la normale étant calculée donc, sur une période 1981-2010. Cet hiver 2017-2018, il fait partie des 3 hivers les plus copieusement arrosés depuis 1959 dans le Limousin, et il occupe le 4e rang en Aquitaine et le 11e rang dans le Poitou-Charentes. Comme vous voyez sur le graphe de gauche, donc c'est une série chronologique qui va de 1959 à 2018, et on voit que donc, l'hiver 2018 fait partie quand même des cumuls les plus importants depuis 1959. En termes de température, on a un certain contraste. Alors, le mois de décembre a été relativement conforme à la saison. Donc, vous le voyez sur le... je ne sais pas si j'ai le pointeur ici. Ce mois de décembre ici, donc, on va se retrouver avec à la fois des périodes froides et chaudes. Donc, globalement, c'est un mois de décembre assez moyen, enfin normal. Et surtout, l'événement le plus important, c'est surtout le mois de janvier. Donc vous avez température minimale ici, température maximale, hein, c'est des écarts au normal. Donc on dépasse largement les normales sur ce mois de janvier. Et ça fait de ce mois de janvier un des plus doux, qui a été mesuré depuis pratiquement les années 1900. Et il est caractérisé surtout par une douceur nocturne. Il y a eu énormément de perturbations qui sont passées. Les nuits ont été assez peu froides, en fait. C'est ce qui a surtout contribué à cette douceur du mois de janvier. Par contre, le mois de février a été particulièrement froid. Donc là, on a vraiment un contraste. On passe de quelque chose de très doux à très froid, avec de fortes gelées du 18 au 27 février, et des moyennes de température qui se situent à peu près 2 degrés en dessous des normales. Voilà. Tout ça, en termes d'insolation, de l'ensoleillement, ça se traduit par un déficit assez marqué. Donc, vous voyez sur cette carte, voilà, tout ce qui est en bleu, hein, c'est un déficit. Donc, on a surtout donc sur le centre de la région Nouvelle-Aquitaine, le déficit est plus marqué, et un petit peu moins sur le nord, hein, sur la région Poitou-Charentes, qui rentre à peu près dans les normales. Ce déficit, en fait, il varie entre 10% et 34%. Et c'est un des hivers, ça fait de cet hiver donc un des plus gris depuis les 27 dernières années. L'hiver 93-94 restant quand même sur les 3 régions le moins ensoleillé. Si on revient un petit peu sur les phénomènes marquants, cet hiver, il est caractérisé par des vents tempétueux. On a eu plusieurs passages de petites tempêtes. Alors, je ne vous les cite pas toutes, elles sont marquées sur le transparent. Donc, on a Xanthos, on a Anna, dont on a beaucoup parlé, Carmen et Léanor. Cet hiver donc, est caractérisé, on l'a dit, par un mois de janvier exceptionnellement doux, gris et pluvieux par endroits. Donc la neige en février, donc bien sûr ça a été un mois froid avec beaucoup de gelée. Ça s'est traduit aussi par des chutes de neige en plaine. Et puis bien sûr ce mois de février qui fait partie quand même des mois de février parmi les plus froids. Passons maintenant au printemps. Donc le printemps, vous avez toujours les mêmes genres de graphes. Hein. Sur la gauche, la série un peu chronologique depuis 1959 à 2018. Donc on voit que ce printemps 2018 fait partie quand même des printemps les plus pluvieux. Hein. La ligne horizontale verte représentant la normale 1981-2010. Vous avez sur la carte de gauche la localisation de ces précipitations.
Bon, comme c'est un schéma un peu, souvent qu'on retrouve souvent, hein, donc les précipitations sont quand même beaucoup plus importantes sur les reliefs. Par contre, ces pluies fréquentes et excédentaires, elles sont quand même très hétérogènes parce qu'elles sont liées beaucoup à des orages violents, notamment les orages du mois de mai qui provoquent à la fois des inondations, des coulées de boue, et puis aussi donc, des phénomènes de grêle qui vont abîmer fortement le vignoble. En général, donc au printemps, on a des excédents qui vont de 10 à 50%, localement 60% de pluie en plus en Aquitaine. Mais par contre, petite région donc sur l'est du Poitou-Charentes qui, elle, reste légèrement déficitaire. J'ai fait un petit slide sur l'humidité dans les sols, puisque c'est plus fréquentes, donc qui sont déjà tombées durant l'hiver et qui continuent durant ce printemps. Elles humidifient fortement les sols. Donc vous voyez ici sur la carte de gauche donc l'écart normal donc sur la région. Donc plus c'est bleu, plus cet écart est important. Donc on a un excédent. Et il y a vraiment très très peu de. Il y a juste le nord là, donc du côté des Deux-Sèvres ou de la Vienne qu'on retrouve donc un léger déficit donc sur cette. Alors je reviendrai ensuite sur le graphe que vous voyez un peu plus bas, en faisant un récapitulatif tout à l'heure de ce suivi journalier de l'humidité du sol. Au niveau des températures, c'est un printemps qui est très doux, surtout sur le nord de la région Nouvelle-Aquitaine, donc le Poitou-Charentes et le nord Limousin. Les conséquences d'un ciel souvent chargé, c'est qu'il est doux, là aussi, en température minimale, hein, les températures nocturnes, mais aussi en température maximale. Voilà. Vous avez sur la petite carte, donc ici, donc vous voyez en gros les excédents de chaleur, en fait, c'est plutôt le nord donc de la région, et puis donc on a un excédent de température un peu moins important sur le centre. Ça se traduit là encore, puisqu'il y a beaucoup de perturbations par un ensoleillement qui est plutôt déficitaire, et plus on va sur le sud de la région, plus ce déficit est important. Il peut aller même jusqu'à 25% de déficit. Donc c'est ce que vous voyez sur la carte colorée en bleu. Les phénomènes marquants de ce printemps, c'est surtout des pluies très importantes et fréquentes, surtout au mois de mars. Encore un peu de neige au mois de mars, donc ça c'est le reliquat en fait de ce mois de février qui était plutôt froid. On retrouve un peu de la neige à la fois en plaine, mais bien sûr sur les plateaux, comme le plateau de Mille-Vaches, et un peu sur les reliefs. Et puis surtout des orages très pluvieux avec de la grêle qui commencent à partir de mi-mars et qui se prolongeront aussi sur le mois de mai, avec des lames d'eau horaires cette fois-ci très importantes. Là, c'est vraiment des pluies intenses, très violentes. Et déjà, donc pour le 26 mai, donc, des périodes, des chutes de grêle qui font vraiment de gros dégâts sur le vignoble. Passons maintenant à l'été. Toujours sur ce même graphe, la série chronologique, donc on voit cette fois-ci que l'été est plutôt déficitaire par rapport aux autres années depuis 1959. Sur la carte de droite, donc on voit en gros le cumul de pluie sur cet été, donc toujours un peu des excédents plutôt sur la partie Pyrénées-Atlantique. Hein. Là aussi, ça va être provoqué surtout par de gros orages. Donc des orages qui sont fréquents en juin et en juillet. Qui sont vraiment très intenses, qui donnent parfois des durées de retour qui vont jusqu'à la durée de retour centennale, hein, c'est-à-dire que des événements que statistiquement on pense retrouver qu'une fois tous les 100 ans. Des cumuls saisonniers donc très excédentaires près des Pyrénées, avec 40 à 80% d'excédents. Et puis en revanche, par contre, les contreforts du Massif central qui, eux, sont plutôt déficitaires, avec la saison est plutôt sèche de 10 à 40%. Au niveau de l'humidité des sols, en fait, les sols donc, sont très saturés jusqu'au 15 juin. Ça, c'est les conséquences, bien sûr, de toutes ces pluies. On a eu quand même, donc, depuis
l'hiver et le printemps des pluies très abondantes. Et au 15 juin, en fait, les précipitations vont carrément cesser. On va commencer à avoir donc des périodes sans précipitation, hormis quelques orages isolés. Donc cet assèchement du sol va commencer à partir du 15 juin. Il va être régulier. Par contre, comme on part vraiment de très haut, il ne va pas atteindre des valeurs très déficitaires en fin de saison. Voilà. Mais il va surtout se poursuivre de manière plus accentuée en août. Le mois d'août qui a été très chaud et très peu pluvieux. En termes de température pour cet été, il va se caractériser par des températures très importantes, avec notamment un épisode caniculaire qui s'étale à peu près du 2 au 6 août, selon où on se place dans la région. C'est un été qui se place donc au deuxième rang des étés les plus chauds depuis plus d'un siècle. Il est simplement dépassé par l'été 2003. Donc sur la série en fait chronologique là, que vous voyez, donc, on voit bien que depuis le mois de juin, donc on est toujours, que ce soit en température minimale ou en température maximale, on est toujours très au-dessus des normales. On a simplement quelques petits épisodes de pic, il fait un peu plus froid dans les journées. Cette carte-ci, ce graphe-ci est intéressant également. Là, c'est la moyenne en fait, donc des températures moyennes. L'écart aux températures moyennes depuis 1959 à 2018. Donc on voit bien que notre été, il se situe quand même parmi les plus chauds, mais il est quand même assez... il n'est pas vraiment le plus chaud, 2003 est ici. Et ce qui est intéressant, là je fais petite parenthèse sur le changement climatique, c'est que depuis 1959, si on compare donc à la moyenne 1981-2010, c'est cette ligne horizontale, eh bien on voit que pratiquement tous les étés, on va dire avant les années 90, étaient beaucoup moins chauds que la moyenne 1981-2010. Par contre, depuis 90 et surtout depuis le début des années 2000, tous les étés, et d'ailleurs quand je parle de l'été, c'est un petit peu restrictif parce qu'on voit ça sur toutes les saisons, donc sont quand même largement au-dessus de cette moyenne 1981-2010. Donc on voit bien là une sorte... si on faisait une moyenne, on verrait une courbe de moyenne glissante qui tout doucement, mais il y aurait quelques oscillations, parce qu'il y a quand même des cycles dans la température, et on verrait une augmentation progressive de la température. Donc cet été est très chaud parce que aussi, bien sûr, très peu de perturbations, énormément de soleil. Donc là, on a maintenant des excédents d'insolation, pratiquement depuis juillet jusqu'à août, surtout, excepté sur les Pyrénées. Les phénomènes marquants de l'été, c'est surtout des quantités d'eau remarquables à plusieurs reprises. Il y a vraiment là encore des orages très, très violents, surtout sur le mois de juin. Le mois de juin, par exemple, c'est le mois de juin le plus arrosé depuis 1959 dans les Pyrénées-Atlantiques. On a de très forts orages qui s'accompagnent parfois de très gros grêlons. On a une vague de chaleur début août. Voilà, c'est les deux phénomènes marquants. Là, je vous ai affiché une photo qui a été prise à Lacanau le 28 août, je crois. L'arrivée d'un orage, c'était assez impressionnant. C'est très particulier comme situation. Et quand on voit ça, on a vraiment de quoi s'inquiéter quand on voit arriver ça. C'est quelque chose qui paraît assez anormal, en fait. Voilà, en résumé, donc si je reprends toute la période depuis décembre jusqu'à août, on a surtout, d'avril à juillet, donc surtout de fortes précipitations avec de forts orages. Les précipitations, vraiment, il n'a jamais plu aussi souvent, ni autant, en fait, depuis 1959 en Aquitaine, pratiquement, sauf peut-être pour le Limousin. Mais en fait, c'est le Limousin et le Poitou-Charentes sont quand même en 9e et 10e position. Avec des excédents de précipitations, c'est ce qu'on peut retenir quand même, globalement, même si là aussi on se retrouve avec vraiment deux extrêmes, c'est-à-dire hiver, printemps très pluvieux et d'un seul coup été très sec. On passe vraiment d'un extrême à l'autre. Les précipitations, hormis le mois de février particulièrement froid, on se retrouve avec des écarts en normal depuis donc pratiquement janvier, qui sont largement au-dessus des normales.
Si on devait comparer un petit peu aussi avec la même période l'année dernière, c'est ce graphique ici. On a l'impression qu'on retrouve à peu près la même configuration, hein. On a un mois hivernal un peu froid et puis tout le reste vraiment très chaud, hein. Donc ces graphiques, c'est depuis décembre 2016 jusqu'à août 2017, hein. C'est la période précédente. Je vais revenir un petit peu sur l'humidité des sols pour compléter un peu le propos sur les précipitations. Donc en fait, ce graphique, là, ce sont des données agrégées sur une région, hein, donc d'humidité dans le sol. On va retrouver à peu près la même configuration sur les trois régions. Ici, je vous présente la région Limousin. Donc, vous avez la courbe. La courbe violette, c'est donc la courbe de cette année. Et puis ici, vous avez donc les extrêmes, hein, donc sur la période 81-2010, donc plutôt le sec, l'humidité la maximum. Et puis ici, les déciles, donc le décile 90, la médiane, et décile 10 ici. Donc on voit que on commence en décembre avec des premières pluies, les sols se gorgent en eau, restent quand même à peu près toujours sur des valeurs largement au-dessus de la normale. Un petit pic, ça redescend sur une partie du printemps, mais ça remonte très très vite du côté du mois de juin, en fait, pour remonter vers pratiquement les maximums. Et puis, une descente régulière. Ensuite, durant l'été, les sols s'assèchent. Donc, pour le Limousin, où il a plu peut-être un peu moins, donc on arrive en fin de saison, au 31 août, sur des valeurs qui commencent à correspondre au premier décile, donc plutôt sécheresse vue une année sur 10. Si vous avez le même graphique pour le Poitou-Charentes, on va retrouver exactement les mêmes configurations, une montée, l'humidité des sols qui grimpe jusqu'au mois de janvier, qui reste à peu près sur des valeurs maximales, qui redescend un petit peu plutôt côté avril. Toutes les précipitations du mois de juin qui rajoutent de l'eau, les sols se regorgent en eau. Et puis une descente régulière pour l'été qui est très sec. Mais cette fois-ci, on ne va pas jusqu'au premier décile, on reste quand même pratiquement sur la médiane. Donc un été très sec, mais on a quand même un réservoir. Et pour la même chose pour l'Aquitaine, on retrouve à peu près les mêmes configurations. Voilà, pour conclure, un hiver pluvieux aux températures remarquables, tant par sa douceur en janvier que par son froid en février. Un printemps 2018 qui n'a pas vraiment assuré de transition avec l'été. Il est souvent pluvieux, orageux, très doux la nuit, parfois un peu frais, et il est moins ensoleillé que d'habitude. Quant à l'été, il s'est distingué donc par son ensoleillement, sa chaleur exceptionnelle, plutôt sa sécheresse sur le nord-est de la région, et puis ses excès en eau dans le nord et le sud de la Nouvelle-Aquitaine, assez ponctuellement ailleurs. Voilà, c'est le bilan que je pouvais dresser. Juste un petit mot, là, je ne l'ai pas traité, mais en fait, l'automne est à peu près dans la lignée de l'été. Surtout le mois d'octobre, on a vu de nouveau une période en octobre qui a été très très douce, hein. On a repassé sur des valeurs de température qui atteignaient 30 degrés, ce qui est assez rare. Et en fait, en termes de précipitations, on commence à renouer avec les précipitations seulement à partir du mois de novembre et maintenant, quoi. Voilà.